Good afternoon, everyone. Bonjour tout le monde. Thank you for joining today's news conference. Bonjour à tous et bienvenue à la conférence de presse aujourd'hui. Today with remarks. On va commencer aujourd'hui avec des remarques du président du Conseil de la Fédération, le Premier ministre Rob Lance de l'île du Prince-Édouard, ensuite à la Première ministre de Québec, Christine Fréchette. Ensuite, on va prendre des questions des médias. J'ai le grand plaisir maintenant de vous présenter le Premier ministre de l'île du Prince-Édouard, Rob Lance. Andrew, and good afternoon, Merci Andrew et bon après-midi à tous. Dans les derniers 2 jours, les premiers ministres du Canada ont eu des discussions productives au sujet de plusieurs enjeux qui sont très importants pour les Canadiens. On s'est rencontrés dans un moment où les Canadiens cherchent à leur gouvernement pour le leadership, pour le leadership. Et comme dernière annonce, de nouveaux tarifs ont démontré, on vit dans une ère d'incertitude. Et c'est notre norme. Les décisions vont au-delà de nos frontières et ont un véritable impact sur les travailleurs canadiens, les entreprises et les familles. Le coût de la vie est en amont dans tous les foyers canadiens. Les entreprises cherchent plus de certitude. Les comités veulent savoir que les gouvernements qui travaillent ensemble pour renforcer notre économie, améliorer les soins de santé et bâtir un futur sécuritaire. Les Canadiens s'attendent à ce que leur gouvernement les guide de façon sécuritaire à travers ces moments tumultueux, que les gouvernements travaillent ensemble, prennent des décisions et équilibrent des résultats sur les enjeux qui sont les plus importants pour eux. J'ai le plaisir de vous dire qu'on a atteint cet objectif aujourd'hui. Pendant nos discussions, un message était très clair, c'était que le Premier ministre appuie un Canada fort et uni. Bien que chaque province et territoire a ses propres priorités, nous avons démontré que nous avons beaucoup plus de choses en commun par rapport à ce qui nous divise. Le Premier ministre avait une conversation honnête sur le renforcement de l'économie canadienne et améliorer le commerce interne, bâtir l'infrastructure critique et améliorer la sécurité du public et assurer que les Canadiens continuent à avoir accès aux services dont ils se fient. Le leadership veut dire de rassembler des gens sur des priorités partagées. Ça veut dire de retrousser les manches et se mettre au travail. C'est exactement ce qu'on a fait dans les 2 derniers jours. J'ai l'honneur d'être le président de ce travail très important. Faire grandir l'économie canadienne et rendre la vie plus abordable vont main en main. C'est pour ceci qu'on a parlé de la façon dont on peut éliminer les obstacles pour le commerce et appuyer de meilleurs projets et puis créer des occasions pour que les entreprises puissent investir, grandir et créer des emplois. L'abordabilité, ça veut dire si les familles peuvent payer les besoins de tous les jours, que ce soit les entreprises qui peuvent s'agrandir et si les jeunes peuvent avoir des opportunités pour avoir un avenir prospère au Canada. Les Canadiens s'attendent à un progrès et c'est ce que les premiers ministres se concentrent dessus. La sécurité d'énergie est devenue une des priorités les plus importantes au Canada. Les Canadiens s'attendent à un système électrique qui est fiable, résilient et prêt pour l'avenir. L'île du Prince-Édouard, pour nous sommes engagés à de nouveaux câbles de transmission. C'est un projet majeur qui va livrer la sécurité énergétique que les gens sur l'île veulent et méritent, les soins de santé. C'est encore une priorité à travers le pays. On l'a entendu bien clairement. Et les premiers seront parlé du besoin de continuer à recruter des professionnels de la santé, à améliorer l'accès aux soins, à garantir aux provinces et territoires d'avoir les ressources nécessaires afin de faire grandir pour contrer cette croissance accrue, cette demande accrue. Avoir du financement à long terme, ça donne la certitude pour les provinces d'investir et continuer à soigner les gens que nous desservons. En tant que président du Conseil de la Fédération, c'était un privilège pour moi. Et pendant la semaine, j'étais ici aussi en tant que premier ministre de l'île des Prince-Édouard et ma responsabilité, c'est de m'assurer que les gens de l'île fassent partie de la conversation. J'ai plaidé pour des soins de santé plus robustes. J'ai plaidé pour une meilleure sécurité énergétique. J'ai plaidé pour une croissance économique qui crée des opportunités pour les gens de l'île et qui renforce les communautés à travers notre province. Et je continue à créer le cas que les politiques internationales et les investissements étrangers doivent tenir compte des petites provinces.
Être du Conseil de la Fédération, c'était non seulement d'accueillir mes collègues à l'île du Prince-Édouard, c'est s'assurer que les gens de l'île aient une forte voix autour de la table en tant que conversation importante autour de la table. Et je pense que nous avons atteint cet objectif. Nous avons accompli du travail très positif. Demain, nous allons rencontrer le Premier ministre. Les discussions d'aujourd'hui portent sur le renforcement de toutes les provinces pour que le Canada soit plus solide. On a un engagement partagé pour améliorer l'économie canadienne, améliorer l'abordabilité et livrer des résultats pour les Canadiens. Mais il n'y a aucun doute que notre conversation avec le Premier ministre demain aura un nouveau niveau d'urgence. On a hâte à partager nos priorités demain en travaillant avec le Premier ministre pour s'assurer que les Canadiens voient une approche forte et unie lorsqu'on se concentre sur la protection des travailleurs, des agriculteurs, pêcheurs et tous les Canadiens. Merci. Thank you, Premier. Merci. Première ministre du Québec, Madame Christine Fréchette. Thank you. Good afternoon, everyone. Bonjour à tous. Alors, c'est un privilège vraiment pour moi d'être parmi mes homologues aujourd'hui dans la belle ville de Charlottetown. Et je tiens à remercier le Premier ministre Lanz pour son accueil et pour son rôle également à titre de président du Conseil de la Fédération, un rôle qu'il a assumé avec brio. On a eu entre premiers ministres des provinces et des territoires des discussions particulièrement importantes dans un contexte où l'incertitude puis l'instabilité sont devenues monnaie courante, sont devenues en quelque sorte la nouvelle norme. Les décisions, en fait, qui sont prises même au-delà de nos frontières, et on peut penser aux États-Unis, en Iran, en Ukraine, elles ont des répercussions tangibles jusqu'à chez nous, des répercussions qui sont ressenties à la fois par nos concitoyens, les travailleurs, les entreprises et les familles. Et on le voit avec les négociations aussi avec les États-Unis, ça a des impacts directs sur l'ensemble des provinces, des États fédérés, du territoire, et donc il faut agir. Nos entreprises naviguent dans un environnement particulièrement incertain, où on a le rôle de leur offrir une prévisibilité. S'il y a un rôle qu'on peut chercher à incarner, chacun de nous, c'est bien celui d'offrir de la prévisibilité. Et on souhaite aussi appuyer les familles, puisqu'elles doivent faire face à une augmentation du coût de la vie assez importante, et ce depuis quelques années. Et c'est dans des moments comme ceux-là où on se dit que des réunions comme celle-là sont d'autant plus nécessaires. Parce que les Canadiens s'attendent à ce que nous collaborions les uns avec les autres, que nous joignions nos efforts et également qu'on assure la sécurité puis leur prospérité. Prospérité de nos économies, puis également d'offrir du travail également dans des secteurs d'avenir. Aujourd'hui, nos discussions, elles étaient tournées vers les Canadiens puis les Canadiennes, les Québécois, les Québécoises et la façon dont nous avons convenu d'additionner nos forces pour assurer que nous maintenons et faisons davantage prospérer un environnement dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir. Même si chaque province et chaque territoire a ses propres priorités puis ses propres intérêts, je pense qu'on a démontré qu'on peut se concentrer sur ce qui nous rassemble. Les premiers ministres, en fait, on a tenu des discussions constructives sur le renforcement de l'économie, également l'amélioration du commerce intérieur, l'importance d'investir dans les infrastructures et surtout aussi de maintenir un accès facilité aux différents services gouvernementaux. On a aussi eu des discussions sur l'énergie, la sécurité énergétique particulièrement, et sur le fait de la fiabilité de nos réseaux électriques, comme quoi c'est une priorité, tout comme l'accès d'ailleurs à une électricité abondante et abordable. Évidemment, les soins de santé ont occupé aussi une partie de nos discussions, les soins de santé qui sont une priorité, particulièrement, en fait, pour chacun de nous tous. C'est d'ailleurs un des points que nous ferons valoir demain lors de la rencontre avec le premier ministre Carney. Dans les 2 prochaines années, on demande à ce que le financement fédéral soit rehaussé, à ce que le financement de la santé soit prévisible et à long terme. En fait, on veut avoir de la certitude nécessaire pour bien planifier, investir et continuer d'améliorer les soins de santé pour la population. Comme vous le savez aussi, on a discuté brièvement avec le premier ministre Carney hier et on le rencontrera demain à nouveau. Donc, on partage avec le premier ministre fédéral l'ambition de demeurer résilient et l'ambition de renforcer nos économies.
Évidemment, ces discussions-là s'inscrivent dans un contexte de nouvelles menaces tarifaires et ces discussions-là seront par conséquent d'autant plus importantes. Les États fédérés, les provinces, les territoires ont un rôle important à jouer sur ce front-là et on demande au gouvernement fédéral de nous impliquer de façon systématique, de façon proactive dans les négociations commerciales internationales, particulièrement quant à celles qui touchent nos champs de compétences. Alors, j'ai hâte de travailler, de présenter nos priorités demain et de travailler avec le premier ministre Carney pour que nos citoyens constatent qu'on a une approche forte, une approche coordonnée, unie, renforcée, alors que, dans le cadre des négociations de la CEUM, alors qu'on met tout en œuvre pour protéger les travailleurs, protéger les entreprises, protéger nos agriculteurs, protéger nos économies. Merci. Merci, Madame la Première ministre. We will now move to media questions. Maintenant, passons aux questions des médias. Si vous voulez poser une question, approchez-vous au micro, donnez votre nom, qui vous représentez, dirigez votre question à un premier ministre seulement. Vous serez limité à une question seulement, OK? Kate McKenna, CBC News. Good afternoon, Premiers. Bon après-midi. Ma question, c'est pour Premier ministre Moe. Alors, vous aviez demandé à Jameson, il s'attend à ce que ces discussions vont aller jusqu'en 2027. Plusieurs premiers ministres ont indiqué qu'ils pensaient qu'une entente pourrait être atteinte dans les prochains 28 jours. Je me demande si les commentaires de M. Greer ont changé votre avis là-dessus, ou si vous pensez que c'est encore quelque chose qui pourrait être travaillé dessus. Premièrement, je suis confiant. J'ai toute confiance qu'on peut arriver à une entente à court terme et à terme moyen, après 10 rondes de tarifs qui ont été indiqués par le président des États-Unis. Certains, il a agi dessus avec un véritable impact vers chaque province, y compris la Saskatchewan. Certains ceci l'a reculé un peu aussi. On a près de 27 ou 28 jours qui restent sur cette dernière annonce, c'est sa 10e annonce. Et puis, comme j'ai dit hier, c'est une opportunité pour nous en tant que Canadiens et notre équipe de négociation et menée par Dominique Leblanc et en fin de compte notre premier ministre, de vraiment intensifier ces négociations dans un effort pour trouver un certain type d'ALENA qui est renouvelé, qui est non seulement bon pour les entreprises et les familles canadiennes, c'est aussi très, très positif pour les familles américaines et les entreprises américaines. Le coût de la vie que l'on ressent au nord du 49e parallèle, dans nos provinces respectives, le coût de faire affaire avec les entreprises à travers le Canada, c'est arrivé également aux États-Unis. Alors, c'est dans le meilleur intérêt de tous en Amérique du Nord, dans son ensemble, d'arriver à une entente avec cette entente renouvelée. J'ai toute confiance qu'on va être capable de trouver ça à mi-terme, mais cependant, je ne suis pas 100% qu'on va arriver à une entente. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est faire tous les efforts, moi-même aussi, en tant que leader subnational, d'appuyer le gouvernement et d'appuyer ceux qui sont à la table de négociation avec l'information qui vient de notre juridiction. Et chaque leader également, chaque leader provincial territorial va faire de même pour qu'on puisse appuyer cette équipe de négociation et arriver à une entente dès que possible. C'est bon pour les familles canadiennes, c'est bon pour les familles américaines et je présenterai aussi que les menaces compétitives que l'on voit à travers le monde, l'incertitude que l'on voit globalement, ce n'est pas nous, ce sont d'autres pays à travers le monde. Donc, ce serait bien si on pourrait réviser, renouveler ce qui est la plus forte entente du monde occidental, de faire ce qu'on fait le mieux, c'est-à-dire, oui, y intégrer à travers le 49e parallèle, mais je dirais également un environnement d'affaires agressif aussi pour toute l'Amérique du Nord. Donc, les Canadiens, oui, ils cherchent cette entente. La Saskatchewan, les entreprises de la Saskatchewan cherchent de la certitude. Les familles de la Saskatchewan cherchent cette certitude, mais je dirais aussi que les familles américaines et les entreprises américaines ont aussi besoin de cette certitude. Donc, j'ai confiance, mais j'hésite quand même. Il a dit aussi qu'on a parlé avec son contrepartie canadien que Dominique Leblanc n'avait pas soulevé la rétaliation. Pensez-vous que c'est la bonne approche? J'ai hâte à m'asseoir avec le reste des premiers ministres. Le premier ministre, il doit mener la voie, il doit trouver un fort plan dans les prochains 29 jours
Et ce qui m'intéresse, c'est de m'asseoir avec lui et d'entendre ce qu'il a à dire. J'ai parlé pour l'Ontario, tout est sur la table. On ne peut pas continuer à faire ce que Donald Trump nous dit. C'est ce que je crois. Et être fort, robuste et négocier par la force. On ne négocie pas avec la faiblesse, surtout avec le président Trump. Là-dessus, Premier ministre Ford, CTV News, vous avez parlé de vous mettre debout contre un intimidateur au sud de la frontière. Comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis ce nouvel entente du pont Gordie Howe, où le Canada va devoir partager les revenus avant l'entente? Est-ce que le Canada n'a pas résisté contre cet intimidateur? Non, je m'assure que les affaires rentrent du Canada aux États-Unis et vice-versa. Et c'est plus de biens qui voyagent à travers le pont de l'ambassadeur que n'importe où dans le pays. Plus d'1 milliard de dollars en biens qui font l'aller-retour. Alors, il faut s'assurer que le pont Gordie Howe soit ouvert. Je ne pense pas dans un pont qui a un monopole. Je l'ai dit depuis des années, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va ouvrir le pont. Les premiers de la liberté de Québec, est-ce que vos premiers ministres, pendant vos rencontres cette semaine, ont donné des inquiétudes avec vous sur comment les différents sentiments séparatistes dans vos provinces peuvent compromettre la poussée vers une unité nationale? No, I didn't hear any comments. Non, je n'ai pas entendu de commentaires là-dessus. Premier ministre Smith, non, ça n'a pas été soulevé. Oui, bonjour, Olivier Ferron-Boissy de TVA. Première question pour Mme Fréchette. Est-ce que les propos de Jamieson Greer, est-ce que des négociations qui s'étireraient jusqu'en 2027, c'est acceptable pour le Québec? Écoutez, notre souhait, c'est qu'un cadre stable soit mis en place dès que possible. 2027, c'est dans quelques mois. Alors, s'il y a des négociations qui nous amènent au début de 2027, ce serait l'idéal. Follow-up is for Premier Smith. On energy security. Un suivi pour Premier ministre Smith. Pour la sécurité de l'énergie, si on bâtit sur l'entente que vous avez atteinte avec l'Ontario concernant un pipeline qui pourrait rester de l'autre côté de la frontière, je me demande si vous aviez ou si vous planifiez d'avoir des conversations avec le Premier ministre de Québec sur une connexion potentielle qui pourrait emmener le pétrole à la province et au marché européen par la suite. Je suis très intéressé de cette proposition que le Premier ministre Doug Ford a créée pour l'élection du Nord. Je suis ravi d'entendre que le Premier ministre Trudeau a également exprimé le soutien envers ceci. Et je dirais que nous allons d'abord regarder si c'est faisable, la faisabilité. C'est un grand pipeline, donc il y a beaucoup plus de travail qui doit s'effectuer là-dessus, mais pendant ce temps, on va travailler sur notre pipeline vers l'ouest. Ça, c'est notre priorité. C'est déjà une route établie pour aller au sud de la Colombie-Britannique, et puis il y a beaucoup de travail pour que ceci soit approuvé, pas d'ici septembre 2027. Bonjour, Sébastien Desrosiers de Radio-Canada. Ma question est pour Mme Fréchette. Mme Fréchette, vos homologues du Manitoba et du Nouveau-Brunswick se sont dit prêts à défendre le Canada en cas de référendum au Québec. Vous qui n'en voulez pas, est-ce que vous encouragez les premiers ministres des provinces à militer en faveur d'une unité canadienne auprès des Québécois? Est-ce que le contexte l'exige selon vous? Moi, je vais travailler pour qu'il n'y ait pas de déclenchement de campagne référendaire. Alors, mes collègues n'auront pas à s'investir d'une quelconque manière. Bravo. Et sur Churchill Falls, vos adversaires pensent qu'une entente à ce point-ci serait illégitime. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que les Québécois doivent se prononcer sur un contrat comme celui-là qui va lier la province à une autre pendant 50 ans? Écoutez, je pense que la sécurité énergétique du Québec est primordiale, elle est cruciale. On a eu une première entente qui a été convenue en décembre 2025 et 2024, pardon. Et je pense que ça a été salué, franchement salué de la très grande majorité des gens qui ont commenté cette entente. Alors, ce serait bien vu que de détailler encore davantage cette entente avec le gouvernement de Terre-Neuve. Hey Doug, you mentioned that all options are on the table regarding. Doug, vous avez mentionné que toutes les options sont à la table vis-à-vis le levier des Américains. Est-ce que ceci inclut l'Ontario qui va couper les exportations d'électricité aux États-Unis ou de ramener une surcharge pour l'électricité ou les exportations d'électricité? Tout est sur la table. Peux-tu peut-être élaborer là-dessus? Qu'est-ce que ça prendrait pour que vous puissiez faire ça? Je sais que vous ne parlez pas pour les autres premiers ministres, mais vous avez mentionné le pétrole et la potasse.
est-ce que vous espérez que le gouvernement fédéral va mener une approche coordonnée où toutes les provinces mettent quelque chose à la table pour aller contre les besoins des États-Unis? Ben, ça peut seulement se faire si le reste des provinces et l'approche équipe Canada. Et on va on va voir ce que le premier ministre a à dire là-dessus. Je pense que c'est un très bon point. Que les deux dernières questions ont réussi, puis une que le Nouveau-Brunswick voudrait indiquer également, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour le Canada lorsqu'on travaille ensemble. Le Nouveau-Brunswick voit ceci comme le centre des maritimes, le centre d'énergie qui est lié à Québec, l'île Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et les États-Unis avec une ligne de transmission qui ont la capacité, avec notre leadership nucléaire et l'hydroélectricité, d'appuyer nos voisins et de bâtir des partenariats. Comme vous avez décrit, comme vous voyez à travers Terre-Neuve et Québec, pour travailler ensemble, pour voir quels sont les actifs générationnels, les actifs générationnels, puis donner une énergie sécuritaire, non seulement pour les gens de l'île qui le veulent lorsqu'il fait très froid, ils doivent savoir que ces câbles sous-marins sont là et puis qu'on les appuie, mais pour l'intérêt du Canada, puisque nous sommes branchés aux États-Unis, puis on peut avoir un levier d'actifs pour avantager le Canada et notre position à travers le monde. Pour nous, au Nouveau-Brunswick, on veut voir toutes ces connexions, tous ces partenariats religieux qui prennent nos actifs, notre énergie pour renforcer l'économie canadienne. Et en fait, nous pouvons utiliser cette force pour pouvoir faire ces investissements générationnels que notre gouvernement a fait, puis qu'il faut voir le gouvernement qui va appuyer, parce que nos besoins de soins de santé ont grandi à un taux qui est plus grand que notre économie. Et on veut s'assurer que les gens puissent avoir l'accès au type de soins de santé qu'ils méritent proche de chez eux. On a besoin d'une économie croissante pour le faire, ce qui veut dire qu'on a besoin de sécurité d'énergie, des types d'actifs que le Nouveau-Brunswick a appuyés par nos voisins. Alors, entre les provinces, entre le Québec, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et pour nous autres aussi les États-Unis, pour utiliser nos forces. Nous sommes un leader dans l'énergie nucléaire. Nous sommes un leader dans l'énergie hydroélectrique aussi. Puis on a le plus grand projet de biomasse, une conversion de charbon à biomasse qu'il y a dans le Nord-Amérique. Et si on partage ces forces avec nos voisins pour une sécurité énergétique autour du Canada, on peut utiliser toutes nos forces pour un meilleur pays, plus fort quand on fait des négociations avec les États-Unis et plus capable de livrer les services de santé que tout le monde veut. Je veux pondérer là-dessus. C'est parce qu'on a entendu les nouvelles cette semaine des Américains au sujet d'une attaque directe, encore une fois, sur les familles forestières en Colombie-Britannique, ceux qui travaillent pour créer des meubles, par exemple, ce qui rajoute la valeur là-dessus. Je ne vois pas pourquoi, parce que il y avait une table ronde sur l'industrie minière. Ils rencontraient les compagnies minières, cherchaient des opportunités d'investir dans les mines au Canada pour sécuriser les métaux et minerais que les États-Unis ont besoin. Alors, ça ne peut pas être que c'est simultanément la position des États-Unis que le Canada soit d'accord avec ça. On ne peut pas avoir un pays d'un côté qui attaque un groupe de familles et travailleurs en espérant d'avoir l'accès aux ressources au Canada que le reste du monde veut. Les États-Unis doivent décider ce qu'ils veulent faire. Et franchement, je dirais que du point de vue de la Colombie-Britannique, nous appuyons le premier ministre qui va créer ce cas à la table. Hein. Si vous voulez un partenaire plus fort, si vous voulez l'amitié qui a avantagé les Nord-Américains pendant des générations, on va le faire. Et si vous ne le voulez pas, il faut donner l'entente que nous avons utilisée sur l'alcool pour appuyer les producteurs d'alcool pour qu'ils aient accès au marché canadien dans l'ensemble. Et le travail que l'on fait sur la diversification commerciale, ça doit s'accélérer. Et il faut être honnête avec les Américains qui ne vont pas avoir le type d'accès qu'ils cherchent à ce qui est au Canada s'ils vont se comporter comme ça. Si le premier ministre appelle la Colombie-Britannique et il a dit qu'il a besoin d'un soutien avec de grands bateaux pour avoir des conversations à la table, ben, on sera là. Et je suis heureux d'être côte à côte avec le premier ministre sur ce type de discussion parce que c'est bête. Et puis, en fin de compte, les États-Unis doivent décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent en faire partenaire au Canada, on travaille ensemble, ou est-ce qu'ils sont à faire les choses toutes seules? Mais on ne peut pas faire les choses 50-50 où tu attaques les gens de Colombie-Britannique, puis ensuite tu ramènes des choses de leurs frontières pour le transformer chez vous. Ouais. Quelqu'un d'autre, je ne sais pas si quelqu'un va répondre à ça, mais 6 millions de Canadiens sont médecins de famille, vous demandez un renouvellement de l'augmentation de 5%. Je me demande si vous pouvez indiquer s'il y a des améliorations tangibles en accès aux soins de santé pour les Canadiens qui ont abouti des augmentations du financement jusqu'à présent.
Nous avions des discussions robustes au sujet des soins de santé dans ce pays, puis le besoin que le gouvernement fédéral vienne à la table comme un fort partenaire fiable et qui est capable de financer le soin de santé universel. L'accès universel aux soins de santé à travers tout le pays. Ça, c'est le principe prépondérant. Et le fait que nous soyons la compétence qui est responsable pour livrer tout ça, c'est difficile. Si nous n'avons pas les ressources pour financer un système qui est universellement accepté, on sait qu'il existe des défis. Nous avions des discussions robustes aujourd'hui portant sur le rôle que le gouvernement fédéral devrait jouer. On a commencé la journée avec le syndicat des infirmières des professeurs, puis on a parlé du rôle des soins de santé dans l'économie canadienne, le rôle que ça joue, non seulement dans la santé de tout le pays, mais le rôle que ça joue dans l'économie en général. C'est fondamental à qui nous sommes en tant que Canadiens. Et nous avons plusieurs défis qui doivent être adressés ici en Île-du-Prince-Édouard aussi, l'accès aux soins primaires. Nous avons une pénurie, je crois que c'est 23 000 médecins de famille dans ce pays, donc il faut se concentrer sur le recrutement de la main-d'œuvre, la rétention de la main-d'œuvre ici de Prince-Édouard, tout comme dans toutes les autres provinces. On travaille sur la collaboration régionale. Ici, dans les provinces des Maritimes, dans les services de soins, on ne peut pas offrir tous les sous-spécialités des services de soins de santé. On a une petite juridiction, mais on peut coopérer et puis on fait des progrès là-dessus. Alors, je peux indiquer plein de choses, plein de mesures que nous avons prises pour améliorer l'accès aux soins primaires, mais ça peut seulement se faire avec un partenaire robuste. Et on a une conversation très solide là-dessus sur les différentes options qu'on va présenter au premier ministre demain, mais ce sera une conversation continue. Il nous faut un engagement à long terme. Il y a des ententes fédérales avec toutes les provinces qui vont arriver à échéance dans près de 18 mois? Moins de 18 mois. Et plusieurs de nos provinces regardent s'il y a un abysme fiscal vis-à-vis le financement du système de soins de santé. Alors, j'ai hâte à cette conversation demain avec le premier ministre. Je vais rajouter aussi que les deux mesures que nous avons examinées, c'est le nombre de patients qui sont liés à un médecin de famille, puis on regarde le nombre de médecins, praticiennes, infirmières qui acceptent de nouveaux patients. Puis on a vu pas mal de progrès là-dessus. Donc 87% de nos patients maintenant ont un médecin de famille. On espère que ce sera 100%, mais on a également signé une entente avec des praticiens, infirmières pour qu'elles puissent ouvrir leur propre pratique et nous facturer directement. On a une centaine d'infirmières qui font ça pour l'instant, puis on a développé une approche semblable avec les médecins de famille. Les médecins de famille aussi, ils ont un panel. Et puis, juste la dernière fois que j'ai vu, on a plus de 1000 médecins ou praticiens infirmières qui prennent des nouveaux patients. Je suis ravi de partager ça avec d'autres premiers ministres, mais ça semblerait que cette pratique d'équipe et cette certitude d'un panel est un des points clés pour réussir en Alberta. J'aimerais aussi intervenir là-dessus. Lorsque nous avons commencé en 2023, le Manitoba était en 10e place parmi les provinces vis-à-vis avoir l'accès à un médecin de famille. Et aujourd'hui, nous sommes numéro 1. On a rajouté près de 300 médecins sur même pas 3 ans. Et les soins primaires incluent beaucoup plus que juste un médecin de famille. C'est plus de médecins qui pratiquent au Canada. Il y en a plus maintenant que jamais au Manitoba. Mais vous avez aussi les infirmières, les praticiens, les travailleurs sociaux, vous avez les orthothérapeutes. Il y a plein de gens qui peuvent faire partie de cette équipe. Et puis avoir une approche uniforme d'investissement, essayer de nouvelles approches innovatrices. Le travail avec les organismes de livraison de services pour que l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle ait lieu, c'est bien, mais quand on parle de ce qui se passe entre notre pays, la menace des tarifs de Trump, pour moi, il ne peut pas y avoir un plus grand projet national que de bâtir le peuple canadien. Ça doit inclure les soins de santé, l'accès public universel. Alors que le gouvernement fédéral voit ceci comme un investissement, je pense que c'est une partie très importante d'une stratégie compréhensible pour que notre pays soit plus solide, plus indépendant, et pour s'assurer franchement qu'il y ait une bonne relation de travail entre nous en tant que province et le gouvernement fédéral. Mais en fin de compte, ce n'est pas juste une question de chiffres et pourcentages et transferts, etc. Il s'agit des gens, du peuple.
Et si on veut être émotif sur un pays qu'on aime tellement, pensons aux aînés qui ont bâti ce pays. C'est à leur tour d'être capable d'avoir accès aux soins de santé, puis il faut s'assurer que ce soit là pour eux, y compris les médecins de famille, mais aussi y compris tous les aspects des soins de santé. Je pense que nous avons une bonne discussion robuste et l'équipe canadienne est non seulement unie contre les menaces à notre économie à l'extérieur des frontières, mais je suis heureux aussi que cette équipe est unie pour s'occuper des gens à l'intérieur de nos frontières aussi. Merci, je pourrais aussi, c'est très important comme question, alors j'apprécie la question. Mais les gens en santé, ça attire des économies qui sont solides. C'est important d'avoir un partenaire au niveau fédéral qui fait sa part. Donc, on a hâte à des discussions avec le premier ministre et son équipe au sujet de la suite des investissements du gouvernement fédéral. Mais ils ont des partenaires disposés. Et en Nouvelle-Écosse, on fait notre part. Il y a plus de médecins en Nouvelle-Écosse aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu dans le passé. Il y a plus d'infirmières aujourd'hui. Il y a plus de points d'accès. La statistique qu'on a toujours, c'est les pratiques de famille. On appelle ça en Nouvelle-Écosse, à un moment donné, c'était à 15% de la population. 15% de la population au niveau national serait encore bien, c'est pas mal respectable parmi les provinces et territoires. Aujourd'hui, c'est à moins de 6. Alors, on va voir qui est numéro 1 là-dessus, mais je pense que nous avons les mêmes objectifs là-dessus. Puis on va continuer à le faire. Puis on l'a fait avec l'ouverture de points d'accès. On a ouvert une nouvelle école médicale en Nouvelle-Écosse. C'est vraiment très important pour les Néo-Écossais. Et je suis très fier du processus que l'équipe a mis en place pour pouvoir donner les titres. Dans 12 semaines au moins, vous pouvez avoir votre évaluation clinique et si vous allez satisfaire les critères, vous avez votre permis. Sinon, ce n'est pas le cas. Mais on ne peut pas mettre en péril les standards de soins. Mais le point, finalement, c'est que livrer ces services pour les Néo-Écossais et les Canadiens, ça coûte de l'argent. Et il nous faut un partenaire dans le gouvernement fédéral qui est là, qui reconnaît tout ça et qui fait sa part. Parce que, comme j'ai dit, je dis que les gens qui sont en santé, ça équivaut à une économie qui est saine. Et si je peux rajouter quelques commentaires aussi, est-ce que j'ai passé la plupart de ma carrière dans les soins de santé et pour le premier ministre de Manitoba et ses commentaires sur la dotation, 80% des coûts de nos systèmes de soins de santé, d'habitude, c'est les gens, entre les salaires, les avantages sociaux. Et quand vous pensez aux soins de santé, vous le ventilez, de l'équipement, la facturation, il s'agit vraiment des gens qui aident les gens. C'est exactement ce que le Canada fait. Et il s'agit de ça. On essaie de faciliter les choses pour le peuple canadien pour qu'ils aient accès aux soins de santé. Mais pour que ça arrive, il faut s'assurer que l'on appuie les travailleurs en soins de santé. Il faut s'assurer que nous sommes en train de... et si on a les bons ratios, les bonnes personnes qui font... et s'assurer que ils maximisent les choses. Et donc, on se concentre là-dessus. Et on va améliorer l'accès. Puis on a pris des étapes à Terre-Neuve et Labrador. Nous avons une énorme géographie. Et on ne peut pas avoir un centre tertiaire dans tous les coins de la province, mais si vous devez voyager pour les soins de santé dans la province, à l'extérieur de votre région pour voir un spécialiste, vous pourrez un centre tertiaire, on va couvrir vos coûts de transport 100%. On augmente le nombre de vols de la communauté du Nord, donc pour que la population puisse avoir l'accès. Et on ne va pas rater des rendez-vous spéciaux à cause du fait que le vol n'est pas là pour les prendre. Et on prend des étapes directement pour améliorer ça, et puis on cherche un nouveau modèle vis-à-vis de la livraison de services infirmiers, puis juste l'expérience des infirmiers, puis le coût important que ça donne à nos systèmes pour pouvoir utiliser ce modèle. On travaille avec nos syndicats d'infirmiers sur comment on change tout ça, puis comme l'Alberta, on va contacter d'autres pour s'assurer que les praticiens d'autres fassent partie de la solution. Alors, il y a beaucoup de travaux qui se font dans toutes les provinces et il faut que le gouvernement fédéral fasse partie de tout ça. Comme ça, tout le monde, ensemble, on peut tous améliorer l'accès aux soins de santé pour tous. Merci. Je veux intervenir sur le sujet des soins de santé aussi parce que je viens de Nunavut et nous avons les dépenses par personne les plus élevées en soins de santé. Nous avons certains des résultats qui posent le plus de défis, puis tel que mentionné un peu plus tôt, il s'agit des gens, en fin de compte. Il s'agit de nos enfants, il s'agit des aînés.
Il s'agit des familles. Et du point de vue de Nunavut, nous sommes tellement reconnaissants à tous les partenaires incroyables qui nous aident à nous occuper des résidents de Nunavut et j'aimerais remercier les territoires du Nord-Ouest, mais remercier l'Alberta, remercier le Manitoba et l'Ontario qui reçoivent plusieurs de nos patients qui ont accès à des soins spécialisés. Nous avons une situation à Nunavut en ce moment où il nous faut plus de soins plus proches de chez soi. Un des plus grands inputs au système de soins de santé à Nunavut, ce n'est pas nécessairement les pharmaceutiques, c'est le carburant pour les avions. On dépense des dizaines de millions de dollars à chaque an pour envoyer des patients, des fois jusqu'à l'autre côté du pays pour des soins spécialisés. On veut changer ça. On veut bâtir un soin plus proche de chez nous, puis il nous faut un partenariat très fort du gouvernement fédéral qui va reconnaître nos dépenses accrues. Et c'est un message que je vais partager avec le Premier ministre dès que ce sera possible. Bill McGuire with the Island Farmer. Bill McGuire avec Island Farmer. Je vais vous poser une question rapide, Premier ministre Lance, en fait. Hier, on a vu que le président Trump avait parlé de nouveaux tarifs et puis qu'il allait cibler en 2000, je ne sais pas combien de jours, mais il y avait d'autres énergies, etc. Mais pour l'île du Prince-Édouard, la question clé, c'est les pommes de terre. Pommes de terre pour la terre, comme les pommes de terre frites. Ça a un impact au Manitoba, Nouveau-Brunswick et plusieurs autres provinces qui participent énormément. Est-ce que vous savez si les pommes de terre vont avoir une exemption ou s'il n'y a pas d'exemption, ben, quel message allez-vous donner aux producteurs des îles sur ce qui pourrait arriver, disons, en 28 jours ou quelque chose comme ça? Et puis si la réponse, c'est que vous savez qu'il y a une exemption, ben, alors les premiers seront accueillis à l'île de Prince-Édouard. Et puis bon, c'est des belles vacances pour vous. Merci. Puis on a fait des analyses préliminaires et puis on dirait qu'il y a près de 10 millions de dollars en exportation aux États-Unis qui seraient exposés à ces nouveaux tarifs. Aucune indication que les pommes de terre sont dans ce mélange. Il y aurait un petit segment de produits agricoles. Je pense que je ne peux pas être trop spécifique en ce moment, mais sur près de 2,5 millions de dollars en produits agricoles qui pourraient être exposés. Alors, je suis très reconnaissant pour les du Prince-Édouard que les pommes de terre ne sont pas impliquées dans ces nouveaux tarifs, mais écoutez, je sais que mes premiers ministres, collègues ici, sont probablement bien plus exposés d'autres façons que par rapport à nous. On a eu la chance ici de Prince-Édouard jusqu'à présent d'avoir eu très peu d'exposition à ces mesures tarifaires, non pas comme certains de mes collègues ici. Alors, je suis très reconnaissant pour ça. Puis on va vous donner plus de détails. On va donner plus de détails à la comité agricole du Prince-Édouard, c'est possible, mais l'analyse initiale, c'est que principalement, c'est l'industrie des pommes de terre, c'est à une exemption en ce moment. Bonjour, Catherine de CBC. Puis je vais diriger ma question au Premier ministre Smith, mais n'importe qui peut répondre. Revenons à demain, quand vous entendrez davantage sur le Premier ministre face à face. Quelles sont les garanties que vous cherchez au sujet de sa stratégie dans les prochains 28 jours? Eh bien, je peux vous dire que comme le Premier ministre Lance, l'Alberta n'a pas été aussi exposée à certains des tarifs. 97% de nos biens à travers la frontière sont sans tarif et avec la dernière ronde, c'est près de 1% de notre produit général qui aura un impact. Alors, notre approche, ça a été une de dire que les tarifs n'aident pas tout le monde. Les tarifs, ça blesse les consommateurs canadiens et américains, peu importe qui les applique. Et bien que nous sommes à 97% tarifs, on voudrait être à 100%. On voudrait que toutes les provinces soient à 100% aussi, sans tarif. Je pense que nous avons une fenêtre ici dans les prochains 28 jours pour aiguiser nos prios. Et j'espère que toutes les questions en suspens seront à la table, que ce soit l'automobile, l'acier, le bois d'œuvre ou tout l'aluminium et d'autres points qui n'ont pas encore été à la table pour qu'on puisse arriver à une entente compréhensive. Je suis audacieuse et j'espère que je suis beaucoup plus plus optimiste que le Premier ministre Moe, qu'on peut arriver à une entente avant la fin du mois.
J'espère que ça ne va pas s'éterniser en 2027, mais je crois que le Premier ministre a entendu de notre part qu'on veut s'assurer que nous allons avoir une bonne entente, que c'est compréhensible, que ça recouvre le tout. Et j'espère qu'on va travailler là-dessus. We have today, thank you very much, c'est tout le temps dont nous disposons d'aujourd'hui. Thank you for joining us. Today, merci d'être avec nous. Ouais, à nous.